Nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous, Chris Momo pour le dernier rempart et je suis honoré d'avoir passé un week-end avec les Gilets jaunes constituants, Gilets jaunes réfléchissants, êtres humains dans le combat des idées en général. Alors ce petit direct, quoi mieux qu'un dimanche estival pour se faire un petit direct et pour parler des sujets de fond, ne pas s'arrêter sur les constatations, ne pas s'arrêter sur les conséquences, ne pas commenter l'actualité sous toutes ses formes, mais bien être dans un combat des idées en vue de proposer des solutions pratiques. Et applicable. Et applicables, tout à fait. Bonjour les amis, vous êtes la résistance et vous êtes avec le dernier rempart. Alors, le titre de la vidéo, c'est sortir de l'aliénation, de la plantation de la banque et de l'usure. On l'a tous expérimenté dans nos vies. On est dans une plantation. On produit de la richesse, de la valeur, qui est ponctionnée, qui est aspirée par différents mécanismes, tous légaux, hein, bien évidemment. Et au final, ça va enrichir les maîtres de nos maîtres, la banque. Ceux qui font tourner la planche à billets, ceux qui contrôlent les banques centrales. Et c'est une plantation, en fait, où on passe nos vies, on se fait brûler nos existences là-dedans, nos énergies, entre les accidents de travail, les maladies, les dépressions, etc. On l'a tous vécu, et puis il y a eu ce sentiment de ras-le-bol, avec la grosse explosion gilet jaune. Et là, on est tous en gilet jaune ce dimanche. Merci d'être là, merci de tous ces partages. Et puis là, cette petite vidéo pour aborder ce thème bien spécifique, ce thème qui n'est jamais posé. Aristote l'avait posé. Que doit être l'argent? Bien sûr, un moyen d'échange. Alors ça peut être des coquillages ou ce que tu veux. Un moyen de thésaurisation. On comprend bien que si tu travailles beaucoup un mois, peut-être tu vas pouvoir te reposer ou travailler moins le mois d'après. Donc thésaurisation, ok, échange. Et puis il y a le troisième point, le plus important. Est-ce que l'argent doit être considéré comme une marchandise comme les autres? Parce que si l'argent est considéré comme une marchandise comme les autres, il y a des marchands d'argent, donc il y a des intérêts, donc il y a de l'usure, donc il y a plein de choses qui nous intéressent finalement assez peu, puisque ça nous mène au système actuel, en passant par les marchands du temple, où certains prophètes étaient un petit peu énervés, et que certains ont moqué ces prophètes-là pendant des cérémonies d'ouverture de jeux du cirque ou du divertissement, société du spectacle. Donc des choses intéressantes, beaucoup de choses théoriques ont été mises sur la table ce week-end et aussi beaucoup de choses très pratico-pratiques, applicables, etc. Ça sera dans les mois suivants que les collègues pourront vous communiquer dessus. Déjà, la première chose, comment vous êtes sortis de l'aliénation? C'est comme les aliénés, les asiles de fous. On l'a tous vécu, la tête dans le guidon, être complètement rincé, ne pas être capable de réfléchir, enchaîner les journées de travail dégueulasses pour l'esprit, le corps et l'âme aussi. On l'a tous fait. Maintenant, on continue à le faire de façon pointillée, on va dire. Mais à un moment, il y a un déclic qu'on est aliéné, que c'est pas notre vraie nature, de A privatif, du lien avec notre nature. On est aliéné et là, on sort de l'aliénation et on devient gilet jaune. Comment ça s'est passé ce déclic? Est-ce qu'il a été personnel? Est-ce qu'il a été collectif? On est des humains, on est des animaux sociaux. Tout seul, on ne survit pas. On survit que parce qu'on est en interaction avec les autres. Toutes ces questions-là, allez-y, à tour de rôle, échangez. C'est à vous. Je vais commencer par moi. Par rapport à... Moi, j'ai surtout parlé par rapport au capitalisme, par rapport à mon vécu de syndicaliste et par rapport aussi à mon entreprise. D'ailleurs, encore un petit big up, coopérative de salariés associés, Amazon, on vous oublie pas. C'est par la lecture, par les penseurs. Moi, il y a un truc qui me vient tout le temps à l'esprit, c'est par rapport à ce que disait Malcolm X. Les esclaves des maisons et les esclaves des villes. Et souvent, voilà, il avait fait des interviews, il avait parlé de ça et tout. Et moi, ça a été
un livre, parce qu'au-delà du film, il y avait la biographie. Et quand je lis ce livre-là, ça m'a un peu impacté et ça m'a fait sortir tout doucement de l'aliénation, mais c'était pas un déclic direct en fait. Et ceux qui peuvent lire sa biographie ou ceux qui peuvent lire ses textes trouveront peut-être quelque chose qui permettront de sortir de cet état de fait. D'esclavage par la dette avec Oui, le crédit revolving ou ouais. Bah, c'était plus par rapport à l'esclavage du temps aux États-Unis, dans la plantation, c'était plus. Mais il y avait aussi cet esprit de lutter contre le capitalisme. Et Malcolm X en avait parlé en fait. Mais du coup, comment dire, l'esclave de la ville, de la maison, il est toujours là en mode le maître est malade. Il n'y avait pas de. En fait, il s'oubliait lui-même, quoi. Il y avait pas de. Il y avait nous à chaque fois. Par contre, l'esclave des champs, il voulait s'émanciper. Il disait justement à l'esclave de la maison, mais reste pas là, va-t'en. Viens, on sort, ce maître il nous bat, il nous fouette. Et pour lui, l'esclave de la maison, non, pour lui ça le semblait normal. Et il souffrait en même temps que son maître. Et c'est là où c'est le paradoxe en fait. Et c'est là où effectivement ça peut se retranscrire soit dans le monde du travail, ou soit dans plein d'autres choses. mais c'est un petit peu proche de la fable de La Fontaine avec C'est le ça, chien et ouais. le loup là. Le chat et le loup, ouais, c'est ça. Ah, c'est la même chose en fait. Après, il faut savoir, il faut connaître la vie de Malcolm X. C'est il était en prison, il a beaucoup lu et forcément, il a dû lire ce livre. Ça, c'est une certitude. Comment ça se passe actuellement à Amazon? T'avais fait un truc énorme avec les Mhm. collègues. T'avais posé sur la table, c'était à Senlis, Amazon Senlis, Ouais. avec une réunion préparatoire aux élections où il y avait tous les syndicats. Alors, les organisations financées, on parle de la CGT, de la CFDT, Oui, l'UNSA, exact. etc. Et toi, tu avais posé tes couilles sur la table, Mhm. puisque toi, tu avais pris la parole en face de ta DRH France d'Amazon. Ouais. Euh, et tu avais dit, on va défendre bien sûr nos collègues avec ce qui reste du droit du Le droit travail, du travail. mais on va aussi travailler à changer Amazon, Lille, Senlis et Brétigny-sur-Orge dans un premier temps, en coopérative de salariés associés. Et ce qui a été le plus triste, c'est là tu parlais d'esclaves des champs, d'esclaves de maison, c'est que tous les gars et les filles de la CGT, de Sud, de la CFDT, au lieu de venir te voir, ils sont partis avec le maître. Ouais. Et ils ont été faire leur réunion sur le campus, enfin sur la zone Amazon. Et pourtant, si Amazon devient une coopérative de salariés associés, ils auraient gagné au loto en fait. C'était l'équivalent de, ils auraient plus de problèmes de retraite ou de quoi que ce soit, ou de soins médicaux, les dents, enfin bref. Et là, on parle d'aliénation, c'est-à-dire que les gars ont des t-shirts Rage Against the Machine, ils ont des cheveux roses, Oui, etc. Donc ils ont toute la panoplie du rebelle en bois, en Ouais. carton. Et là, vous posez vos couilles sur la table en disant, bah voilà, nous, c'est pas notre rêve, en fait, on est sorti de votre délire. Et il y a personne. Il y avait que les gars du syndicat Gilets jaunes et les filles du syndicat Gilets c'est jaunes. ça. Et mais tous les autres représentants syndicaux, ils ont suivi le maître. Parce que, en fait, ils sont. Faut faire le parallèle avec tout ce que je viens de dire. Ils sont encore avec cet esprit d'esclave de maison. Et quoi qu'il arrive, c'est le maître. Le maître qui aura la parole sur eux, en fait. Quand le maître était malade, il disait nous sommes malades. Quand le maître avait un problème, nous avons un problème. Quand la maison du maître brûlait, c'est notre maison qui brûle. Donc, en fait, ils font partie du. Alors, Ouais, j'arrive pas. s'identifie. De l'identification. Ils s'identifient. Alors que non, le syndicat, moi, en tant que syndicat des Gilets jaunes, ou même Gilets jaunes tout court, moi, je ne m'identifie pas au maître. Bon, c'est la direction, moi, je suis salarié. Que le mauvais terme qu'on disait associate, et qui est encore employé dans l'entreprise. Associate de quoi, en fait? On n'est pas associé avec eux. On est effectivement, on a un contrat en tant que salarié, et ça on veut l'enlever, on veut s'émanciper de ça.
Et effectivement, le fruit de la coopérative qu'il pourra avoir, ça émanciperait les salariés. Et ça même, à la limite, et je vais dire le mot fort, il n'y aura même plus de syndicats, quoi, en fait. Syndicat des Gilets jaunes, tous les autres syndicats, on n'aura plus besoin d'eux parce que le salarié travaillerait avec le RH, le manager, mais avec la comment dire, même équité. C'est-à-dire qu'ils seront, ils auront le même pouvoir de décision, ils auront presque peut-être le même salaire, et c'est ce système-là en fait qu'on va. Et pareil, je te l'avais dit une fois, ça semble une utopie, mais faut, en fait, c'est mental en fait, c'est des, comment on appelle ça, pas mental, mais C'est de l'impuissance apprise. la puissance apprise. Et voilà, et voilà dans le modèle que je t'ai expliqué, Malcolm X, où voilà, il luttait contre ça. Parce que il n'y avait pas aussi que la forme aussi par rapport au racisme aux États-Unis, ce qui se passait auparavant, mais c'est aussi l'émancipation des êtres humains. Qu'on dit travailleurs ou travailleuses, ou qu'on dit. Mais c'est l'émancipation, et c'est là où le bien commun il va arriver. Tant que les gens ne vont pas s'émanciper dans la tête, donc mentalement, il ne se passera rien. Donc tu es en train de dire que finalement, le 1er décembre 2018, même si on avait pris l'Elysée, rien n'aurait changé parce que dans nos têtes, on reste des esclaves. C'est ça. C'est mental. C'est bon pour Désolé. Ouais, moi, c'est bon pour moi, je reste sur ça parce que voilà. Ah, Il y a du gras. conclusion. Voilà. Tu veux enchaîner, j'enchaîne? Je vais te laisser terminer peut-être. Ça te Ok, convient, si tu ou- veux. Ok, merci. Ben, tu sais, après constatation que la majorité des taxes qu'on paye vont pour rembourser des dettes privées, bancaires, que les États ont envers ces banques, il y a un gros problème. Et historiquement, elles sont abjectes. On se rend compte que mathématiquement, elles ne sont pas remboursables, ces dettes. Donc on se dit à un moment, mais en fait, on va travailler pour rembourser les banques. On nous dit que nos taxes, elles partent dans le système social qui est en train de s'écrouler, dans l'éducation qui est en train de s'écrouler. Alors, non, on n'a plus envie de ça. Donc, c'est d'abord une question d'état d'esprit. Changer son état d'esprit. Et du coup, ça va changer, ça amène un changement de pensée, un changement de parole, un changement d'acte. Et effectivement, moi, au niveau de l'émancipation, c'est au niveau de l'état d'esprit pour le moment, parce que, je dois être honnête, j'ai encore un pied aussi de temps en temps dans le système, je dois gagner de l'argent, la nourriture n'est pas gratuite, l'eau n'est pas gratuite, les logements ne sont pas gratuits, pourtant dans les constitutions, en général des pays, souvent c'est mis qu'on a droit à de l'eau, à de la nourriture, à un logement. Mais ce n'est pas appliqué. Donc voilà, m'émanciper, ben, ça m'arrive de temps en temps de devoir un peu travailler, de temps en temps je suis un peu au chômage, avec pas grand chose, et c'est bien, c'est intéressant aussi, ça apprend à vivre avec pas, quand on a 700 balles, ben, on apprend à vivre avec pas grand chose et avec l'essentiel, donc c'est une très bonne chose aussi pour dépasser ses propres peurs du manque et tout ça. Et j'aimerais bien m'en émanciper 100%, ce n'est pas encore le cas, mais après il y a des moyens de vivre différemment. Moi je suis un peu en mode van, donc je bouge un peu à gauche, à droite. Il y a possibilité aussi de rejoindre des collectivités où en échange de temps donné et de services, ben, on a le logement et de la nourriture. Voilà, il y a différentes formes différentes possibilités de fonctionner. Après c'est sûr que quand on est dans un schéma avec femmes, enfants et tout ça, c'est peut-être plus compliqué de s'émanciper, de pouvoir passer au-dessus de ses peurs, mais à un moment, vu la situation, en fait, si on décide pas de s'émanciper, ça va être de pire en pire. Donc, il faut voir, on veut continuer à ce que ce soit de pire en pire, avoir de plus en plus le couteau sous la gorge, ou est-ce qu'à un moment, on a le courage et on y va, quoi, et on s'émancipe. Ouais, mais comment tu fais, par exemple, pour ton écran plat, pour payer en plusieurs fois sans frais ton écran plat ou le crédit conso C'est simple, tu consommes pas toutes ces choses-là, quoi. Tu reviens à l'essentiel et tu fais en sorte de ne pas avoir de dettes parce que c'est en nous mettant, bon déjà comme j'expliquais, on rembourse les dettes via tous les impôts énormes qu'on nous prend, mais il y a aussi nos dettes individuelles dans lesquelles c'est des cercles où on nous enferme, mais alors on est obligé pour rembourser ces dettes d'aller travailler, même de prendre des fois un double emploi avec des trucs genre il y a certains trucs de taux d'intérêt qui sont énormes pour des crédits à la consommation. Donc c'est vraiment un système qui est fait pour encore plus te piéger. Donc c'est revenir à la base, à l'essentiel, quoi. Déjà si on peut essayer de manger, enfin moi en tout cas pour ma part, la base et l'essentiel, c'est essayer d'avoir, même si j'ai peu de revenus, c'est d'avoir une nourriture
de qualité, principalement locale, et voilà. Et après, pour tous les gadgets et tout ça, voilà, je reviens à l'essentiel, tout simplement. Nourriture de qualité, essayer d'avoir un logement décent. Et est-ce que tu as peur? Parce que la peur du lendemain, faut mettre de côté, monsieur, faut prendre un livret. Tu sais, Écoute, mais j'avais pris sur conseil il y a quelques années des plus anciens, ouais, prends une assurance vie pour plus tard et tout ça. Et finalement, moi, je me suis dit, mais tu sais quoi, non, je veux plus garder ce truc-là, être dans le jeu des assurances. Donc, j'ai récupéré ce que j'avais cotisé. Moi, je pense l'État, il te taxe 25, 30, 33%, ils te prennent là-dessus. Et puis, mais ils t'ont fait des avantages fiscaux avant quand tu avais l'assurance, mais quand tu l'arrêtes, bam. Donc voilà, moi j'ai plus toutes ces choses-là. est-ce que tu as peur? Non. Il faut vivre le moment présent. Enfin, effectivement, j'ai certaines peurs qui peuvent arriver chez un être humain comme les autres, mais j'essaie d'être vraiment dans ma verticalité et vivre le moment présent. Tu vois, et me dire, les choses sont allées beaucoup trop loin, il est temps qu'on s'émancipe, donc c'est plus le temps d'avoir peur, quoi. T'as pas peur de la variole du singe, de la girafe, l'éléphant Ah, moi, c'est celle de l'aubergine qui m'inquiète un peu, là. La parmigiana. Ils nous refont la même un peu qu'à l'époque Covid, donc c'est le même schéma. On essaye de jouer sur les peurs des gens. Moi, si je dois parler des virus, si on analyse un peu plus en profondeur tout ce qui concerne les virus, il n'y a aucune preuve d'aucun virus identifié sur la planète. Aucun. L'HIV pas identifié, Covid pas identifié, enfin aucun quoi. Et leurs outils que sont les PCR, enfin je veux dire, ça n'identifie pas un virus. Même celui-là qui avait inventé le PCR à l'époque, qui est mort un peu de temps, quelques mois avant la première confinement, il a dit que ça ne pouvait pas servir dans ce genre de cas-là, quoi. Donc on utilise un outil qui n'est pas adapté. Donc on a plein de tests positifs, faux positifs, et on crée une épidémie sur ça. Où on va chercher les gens âgés, très âgés, qui meurent de vieillesse ou de maladie, et on te les fait mettre Covid alors qu'ils sont morts d'un cancer, du diabète ou autre chose. Oui, mais ils sont morts vaccinés, ça va. Ça va, hein. Ils sont... Ouais, on a eu chaud là. Donc toi, tu es plutôt sur une vie semi-nomade. Comment tu te définirais par rapport au collègue qui a une vie de salarié dans une structure oligarchique 100% et dont le combat à l'intérieur de cette structure-là? Toi, tu es plutôt semi-nomade? Semi-nomade, ça dépend des périodes. Mais en tout cas, j'ai essayé jusqu'à présent de ne pas bosser pour les grosses structures et quand je dois travailler, de bosser plutôt pour des artisans. Mais ça m'arrive, voilà, de temps en temps, de devoir faire un peu d'argent. En monnaie locale ou en monnaie Rothschild? Ça passe forcément quand c'est des salaires officiels, on sait où ça part, hein, toutes les taxes. Donc, Et j'imagine de très belles rencontres quand même. de très belles rencontres, oui, sur la route, dans différents projets, oui, bien sûr, de très belles rencontres, de très beaux échanges. Est-ce que ça compense en fait l'instabilité entre guillemets, tu vois, d'une vie nomade, donc il y a beaucoup de désavantages? C'est une richesse de malade, c'est une richesse très très puissante. Hein. Ouais, le fait d'être en mouvement, de rencontrer des gens qui sont dans un domaine, je sais pas, dans la permaculture, tu vas apprendre des choses super intéressantes. Tu vas aller voir d'autres gens qui font de la menuiserie, d'autres qui font de la céramique, qui travaillent le bois, je disais menuiserie, mais qui travaillent le bois pour faire des assiettes, pour faire... il y a vraiment un artisanat, très, très belle chose, et donc c'est des échanges quoi, les uns entre les autres, et ça c'est une richesse, tu sais pas la chiffrer, cette richesse. Quoi. Mais c'est pas de la C'est la fuite. richesse du cœur. Tu ne fuis pas le système, tu veux changer le système? Faire évoluer les choses, bien sûr. Ouais, changer le système, tout à fait. Mais Parce après, moi j'ai aussi la vision des collectivités, donc il y a des communautés qui lancent des dynamiques, et là-dedans, voilà, moi ce qui est important, que ce soit en collectivité ou dans d'autres modes de fonctionnement, c'est des valeurs telles que l'entraide. C'est vraiment important, c'est fondamental de s'entraider, de créer du lien les uns avec les autres, d'échanger et si par exemple on a des passions communes ou des thématiques qui nous intéressent, de se mettre ensemble dessus, de développer notre créativité, et la créativité de chacun va vraiment enrichir le débat et arriver
des choses puissantes, à des idées puissantes à mettre à ancrer dans la matière, quoi. Dans ce plan de matérialité Ouais. compliqué. Yeah. Et multipolaire, ou enfin non, c'est pas le bon terme, holistique, quoi. Donc voilà, prendre notre côté physique, notre côté émotionnel, notre côté psychologique, notre côté spirituel, enfin voilà, je vais terminer là-dessus. Compliqué, mais enrichissant. Merci. Merci à toi, à vous. Ben moi je pense qu'en réalité c'est Macron qui a raison. L'humour est important. L'humour, la clé de la désaliénation. Humour, attention, c'est bon. Ce sont calme-toi. des rires nerveux. Non, mais alors pour répondre à la première question et arriver après sur l'argent. Alors désaliénation. Ce que je disais, c'est que on est tous des esclaves sur cette terre. L'oligarchie mondialisée a réussi à mettre la main sur tout. L'eau, les terrains, les devises, les contrats, les flux. Ils ont instauré une société hiérarchique pyramidale partout sur Terre et ils contrôlent à peu près tous les moyens de ressources possibles et existants. Aucun être humain ici-bas n'est libre. Mais le premier pas vers la désaliénation, vers l'émancipation, c'est prendre conscience de ta condition d'esclave ici-bas. C'est-à-dire que tous ceux qui se croient libres, qui se pensent libres, on en entend beaucoup maintenant. Je suis un être souverain, je suis un électron libre, je ne contracte pas, etc., etc. Pour le moment, toute l'humanité est sous servage dans une plantation. De nouvelles formes, certes, et encore de nouvelles formes, pas tant que ça. C'est à peu près tout le temps les mêmes techniques qui sont utilisées. Mais on est pour l'instant tous esclaves et le premier pas pour se désaliéner, c'est déjà prendre conscience de sa condition d'esclave. Bah oui, je peux pas me nourrir gratuitement. Je peux pas me déplacer gratuitement. Je ne peux pas faire je peux pas poser une tente si j'ai envie dans une pâture parce que si je ne l'ai pas déclaré ou si je n'ai pas demandé au propriétaire. On parle de tente, même pas d'yourte. Hein, là, je peux même pas dormir sur un trottoir, c'est du vagabondage. Donc nous ne sommes pas libres. Mais par contre, la première libération passe par l'esprit et l'intériorité, et c'est déjà prendre conscience de cette condition. En prenant conscience de cette condition, en faisant le tour, en la révolutionnant, après on commence à évoluer tout doucement. Là on se dit, bon, je suis enchaîné par ça, par ça, par ça, donc je vais chercher de nouveaux espaces, ou des espaces dans un premier temps moins douloureux, pour commencer à sortir de ma servitude. Donc déjà, moi, je garde cette humilité de dire que je suis encore un esclave, que je suis encore aliéné, puisque aujourd'hui, la machine de propagande n'a jamais été aussi puissante. Ils ont des canaux de communication à tire-larigot, ils ont infiltré la plupart des groupes, il y a des panneaux publicitaires partout, on scrolle sur les téléphones, c'est un enfer. On est tous bourrés d'infos subliminales, etc. On est tous bien endoctrinés. C'est un combat de l'esprit permanent. C'est un combat de l'esprit permanent de ne pas sombrer et de ne pas tomber dans un dogme. Donc moi, pour ne pas tomber dans l'aliénation, je ne me définis, pas comme les woke, attention, hein, je ne me définis par aucun courant idéologique ou dogmatique. C'est-à-dire que tous les dogmes, idéologies, croyances, tout ce qui se présente à moi sont pour moi un objet de lecture et d'apprentissage que je vais observer froidement, sans émotion, simplement avec mon cerveau et ma capacité de rationalité logique, et je vais extraire dans tout ce que je vais voir dans ma vie quotidienne ce qui fait sens pour moi et ce qui fait sens pour notre combat des idées. Mais du coup, je ne m'oppose à aucune idéologie et je n'épouse aucune d'entre elles. C'est la force du gilet jaune réfléchissant. Il est là pour le bien commun, la justice et la dignité de tous. Si maintenant on arrive sur l'argent, si je veux faire le lien entre les deux choses que je suis en train de dire, c'est que une fois qu'on a ce primo état de conscience, on peut commencer à entreprendre, à créer des nouveaux espaces, déclarés ou pas, légaux ou pas, dans différentes disciplines, dans différents champs. On peut commencer à se rassembler et partager nos expériences d'esclaves pour collectivement commencer à s'en émanciper. Ça peut se traduire par du syndicalisme, ça peut se traduire par de l'associatif.
Ça peut être association loi 1901 ou association de fait, c'est-à-dire non déclarée, comme les Gilets jaunes constituants ou le dernier rempart, on n'est pas déclaré en préfecture. Ça peut être avec compte en banque, sans compte en banque. Tous les formats sont possibles. L'idée étant de convertir ce qui existe vers une autre finalité. Nous ne sommes pas pour la destruction, l'insurrection et qu'on brûle tout. Comme tu le disais très bien tout à l'heure, même si on avait pris l'Elysée le 1er décembre 2018, ça n'aurait pas fait avancer le schmilblick. Ce qu'il y a, c'est que toutes les activités sur cette terre, qu'elles soient associatives, syndicales ou entrepreneuriales, elles ont une seule et même finalité. L'intérêt privé, la privatisation et le bénéfice pour une toute petite poignée d'individus, les maîtres de la plantation. Si on réorientait dans notre esprit d'abord, puis ensuite dans des nouveaux espaces qu'on va créer, des structures où la finalité sera le bien commun, la dignité et la justice pour tous, ça change tout. C'est-à-dire qu'une entreprise de logistique qui fait de la livraison de colis, je vais prendre l'exemple d'Amazon, qui fait de la livraison de colis, livre des colis qui sont pour répondre à des besoins de première nécessité, dans un circuit local et court, sous format coopératif, et qui permet d'élever socialement les populations faibles, là, Amazon, je valide. J'ai créé, par exemple, j'ai co-créé un garage solidaire, c'est-à-dire un garage mécanique, pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans un garage privé qui puissent venir chez moi. La finalité de ce garage, c'est que les gens qui sont dans la précarité puissent rester mobiles et donc conserver leur emploi, pouvoir avoir des revenus, etc. Le problème n'est pas tellement ce qu'on fait ici-bas, mais pourquoi on le fait et vers où ça va. On aura toujours besoin de plombiers, de boulangers, d'éducateurs, de profs, de nounous, de chirurgiens. On en aura toujours besoin. Mais là, tous ces métiers-là, tous ces contrats-là qui sont établis entre les humains et leurs maîtres, entre les marchandises même et leurs maîtres, puisqu'on n'est même pas considéré comme des humains par l'oligarchie, mais comme des marchandises et des objets, toute la finalité de toutes les activités n'ont pas cette boussole morale que nous, on se donne dans toutes nos activités. Et pour moi, le problème, il foire que là. Et toute l'aliénation est là. C'est que demain, les hôpitaux, il n'y a rien à détruire. Toutes les infrastructures qu'on a, il faut juste les réorienter au profit de la communauté, du bien commun et de la dignité pour tous. Si tu fais quelque chose que tu sais qu'il va être nuisible à un individu ou à la collectivité, que ce soit en termes économiques, ça va créer des inégalités, environnementales, ça va polluer les sols, créer des déchets, je ne sais pas, au niveau social de domination, sanitaire, tout ça, ou historique, quand tu détruis l'histoire de population. Là, on est dans le nord, on est dans une grange. Ah, je vais montrer un peu là. Voilà. On est dans une... Non, mais ça, c'est le travail des anciens. Ouais. Ça, cette grange, elle a 150 à 200 ans. Ouais, c'est clair. Il y a des gars qui l'ont fait. Et soit tu rases tout et tu fais des cubes pour augmenter la profitabilité, comme on voit sur les zones industrielles où c'est dégueulasse. Honnêtement, tu demandes à un enfant de 5 ans qu'est-ce qui est beau, il va dire c'est laid. C'est caca, il va dire. Tu vois, il aura raison. Ouais. La vérité sort de la bouche des enfants. C'est ça. Et là, on est dans une étable qui a 200 ans, qui a encore une utilité. Ouais. Oui. Plusieurs d'ailleurs. Plusieurs. La tradition. Comment ça se passe avec la tradition? Parce que là, on parlait des woke en rigolant, mais derrière, il y a des choses très sérieuses. Il y a sûr. énormément d'argent qui a été investi dans les universités nord-américaines, côte Est, côte Ouest, etc., pour développer une pensée qui amène à la cancel culture. Cancel culture, on détruit le passé. Du passé, faisons table rase. Un petit peu ce que les nazis avaient sur la table. Et il y a beaucoup de choses. La modernité par rapport à la tradition. La modernité doit supprimer la tradition. Mais si on est là et si on est dans cette étape de 200 ans et qu'elle ne prend pas la flotte et qu'elle ne s'est pas écroulée, c'est que les anciens, ils n'étaient pas complètement teubés. Ils ont fait du bon boulot. Qui tient 200 ans. Est-ce que les merdes sur les zones industrielles tiendront 200 ans? Peut-être pas. Au bout de 15 ans, il y a de la rouille partout, il y a de l'humidité, on prend du jus, enfin c'est une horreur. Ouais. Donc, Qui jette et puis recommence. la tradition bien comprise, l'histoire, notre histoire familiale, notre histoire collective.
c'est à conserver aussi, parce que là, il y a de la richesse, il y a de l'expérience humaine, qui a été sédimentée, qui a été triée par le temps. Les mecs qui faisaient des étapes dégueulasses, bah, tu vois, ils passaient pas l'hiver. Ah bah oui. Là, on est dans une étape qui a 200 ans. On pense aux mecs qui a 200 ans qui l'ont fait, qui étaient déjà dans une sorte de plantation, puisque les marchands ont pris très tôt le pouvoir. Entre des communautés isolées, bah, eux faisaient le lien donc d'information, de marchandises. Il y a une position monopolistique. Mais ça nous amène à la question, est-ce que l'argent peut être une marchandise comme les autres, en fait? Et justement, bah, je pense y avoir répondu, mais justement, c'est ça, c'est que l'argent, non, n'est pas une marchandise comme les autres, et ne doit même pas être une marchandise en réalité. L'argent, c'est un flux, d'ailleurs on appelle ça du liquide, on appelle ça du flouze, on parle de flux financier. C'est un flux qui permet de référencer des ressources et de les mutualiser entre êtres humains en fonction des besoins spécifiques de chaque territoire. L'argent, c'est un outil purement technique qui est un moyen d'échange et qui nous permet aussi de limiter, ça peut nous servir aussi à limiter certaines choses, à les rendre matérielles justement de manière mesurée et raisonnable. Ça peut servir à ça. Encore une fois, si je veux apporter une réponse très technique à ce que j'ai dit, parce que je l'ai expliqué dans les grandes lignes, convertir les entreprises, les gens vont me dire oui, mais comment tu fais? Donc j'ai déjà dit, ça commence par l'esprit déjà. Et le deuxième volet d'un point de vue technique, plus d'actionnariat. Il ne doit pas y avoir d'actionnariat, d'actionnaires qui s'enrichissent sur le travail des travailleurs, quels qu'ils soient, qui en récupèrent les lauriers, juste parce que c'est des grands propriétaires terriens qui avaient un gros capital de base. Toutes les activités doivent être administrées dans des modèles coopératifs, démocratiques, et la richesse répartie équitablement entre ceux qui l'ont créée. Et ça, d'un point de vue technique, c'est possible. On le fait avec des associations, on le fait avec le syndicat, on le fait avec la coopérative du toit commun. On a déjà des outils qui fonctionnent, qui se développent. Et je peux vous assurer, la commune de Lens, on a deux associations, le Garage Solidaire, la Main sur le Cœur et la coopérative. On est en pleine expansion avec nos modèles économiques et notre façon de faire au niveau social, politique, etc. Les commerces classiques et les entreprises classiques se cassent tous la gueule, clé sous la porte. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on arrive au bout d'un cycle, ce système n'est plus durable, soutenable et viable. Ce qui veut dire que tout ce qui ne va pas dans le sens de la coopération, du réseau, de l'entraide, de la solidarité, de toutes les valeurs qu'on défend d'humanité primaire et qui ont été balayées pendant la modernité, tout ça ce sera, c'est-à-dire que de gré ou de force, l'humanité va devoir coopérer. Qu'elle le veuille ou pas, elle va devoir sortir des logiques de domination, de prédation, de compétition, de servage. Toute cette logique-là, il va falloir s'en débarrasser. Et aussi bien au niveau spirituel que pratique. Mais ça commence au niveau de l'esprit, puisque la toute première croyance, et on l'entend tout le temps en France, quand tu proposes quelque chose d'alternatif, ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, mais c'est pas possible. Ah, mais t'es utopiste. Ah, mais l'impuissance a pris ce que tu disais. Impossible n'est pas français. Chers amis français et francophones en général, impossible n'est pas français, mais dans n'importe quelle nation, c'est applicable aujourd'hui. On peut faire absolument ce qu'on veut avec de la conscience, de l'intelligence, du discernement et de la mesure. Et je finirai juste, parce que tu parlais d'histoire. Et pour moi, le discernement est la clé. Il faut que dans les questions il faut qu'on soit ni absolutiste du point de vue de la tradition, ni de la modernité. Il faut tout le temps qu'on reste mesuré et pragmatique. Dans le passé, il y a des sources d'inspiration, des éléments et tout un tas de choses, de traditions architecturales, intellectuelles, sociales, qu'on doit absolument conserver et perpétuer à travers le temps. Les valeurs de nos anciens, les choses qui ont fonctionné, etc. Les patois? Les patois, les langues, tout ça. Le savoir-faire. Ici, dans le Nord, le Ch'ti, par savoir-faire, exemple. l'artisanat, tout ça. Voilà. Il y a aussi des choses du passé qui, on a vu, ont été désastreuses et catastrophiques. Ça, faut pas y revenir. Dans la modernité, c'est pareil. Évidemment que tu ne peux pas rester que dans le passé non plus. Il faut une harmonie. Donc tu dois savoir d'où tu viens et ce qui est bon dans le passé, savoir où tu en es aujourd'hui pour savoir où tu vas dans la modernité et le progrès.
Mais le progrès et la modernité, il sera là malgré tout. Il y a de la technologie, il y a de la robotique, il y a des avancées scientifiques, Ça va, médicales, il y a tout un tas de facilite trucs. la vie. Hein. Et bien sûr. Et du coup, le truc, c'est justement l'harmonie, la mesure, le discernement. Quel est le socle des traditions qui est inaliénable? On retrouve la dignité humaine, la justice, le bien commun de tous. Tout ça, en France, les anciens en ont parlé pendant des générations et l'ont incarné à travers tout un tas de combats. L'état présent des choses, le constat actuel des choses qu'il nous permet de faire en toute rationalité pour pas juste être dans la branlette verbale, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ce qu'on a aujourd'hui? Et moi, je vous le dis, énormément de choses pour savoir où on va. Et en fait, du coup, on voit souvent des extrémistes de la tradition, des extrémistes de la modernité, des gens qui s'en foutent complètement. On a des gens qui sont absolus. Sauf que pour un être humain, la vérité est relative. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas omniscients, omnipotents, omniprésents. Nous sommes des êtres relatifs avec des vérités relatives. Et quand on se met tous ensemble, en complétant nos vérités relatives et en ayant un même cap moral, on peut modéliser des choses. Mais nous n'aurons jamais accès à la vérité absolue de chaque chose. Il faut faire ça. Et ça, on voit beaucoup de groupes aussi qui arrivent. La solution, c'est ça. Et si tu veux pas faire autre chose que ça, ben t'es un connard. Je travaille pas avec toi. Ça, il y a trop de ça aussi. C'est avec toute l'harmonie. L'amour, c'est une part. C'est la part donnée. C'est une cellule. L'amour, c'est le contractif de l'harmonie. Quand nous sommes tous ensemble et que nous faisons notre part, que nous donnons notre part d'amour au collectif, pas pour notre individualité, quand on donne notre part d'amour chacun dans un collectif avec une même vibration et une même fréquence, nous créons l'harmonie. Et là, on matérialise quelque chose d'autre, aussi bien sur le plan subtil que matériel. Je voulais donner un petit exemple par rapport à l'entraide justement générale. J'ai lu dernièrement qu'il y a une structure française qui fabrique du verre qui a été en faillite. Les gens qui travaillent dedans ont racheté la structure. Je ne sais pas dans quelle forme ils l'ont mise. Et les citoyens français ont encouragé, les ont soutenus en achetant tout ce qu'ils fabriquaient, quoi. Tu vois, ils font des trucs solides, de qualité. Il y a des super belles choses qui se font déjà. Ouais. Et ça, ça, c'est l'entraide merci de le dire entre parce tout le monde, que tu vois. merci de le dire parce qu'il y a plein Et aussi aujourd'hui. T'as soit les ultra positivistes bisounours, tout va bien, les papillons, là. Ou soit les ultra pessimistes, on est foutus, on va tous mourir. Non, calmez-vous, Il y a des tranquille. choses à faire. Si c'était vraiment l'horreur totale, tu serais attaché à une chaîne en train de te faire violer par un mec bizarre. Du matin au soir. On n'en est pas encore là parce qu'il y a beaucoup de forces en présence. Ils vont pas vous les exposer médiatiquement, bien évidemment. Mais il y a beaucoup de forces en présence, il y a beaucoup de gens qui font des très belles choses également. Alors juste pour rebondir sur l'expérience de la coopérative dans le verre, ok, mais il y a une pointe d'achoppement Ah oui, qui reste va un arriver. système. C'est si les gars veulent un investissement pour des machines, beaucoup d'argent donc, le système bancaire va les bloquer. Ah, quoi qu'il en soit, il faut s'émanciper de la plantation. Parce qu'il y aura une limite avec les investissements. Si la planche à billets et la banque n'est pas socialisée sous le contrôle du peuple souverain, etc., et si c'est laissé à des marchands d'argent, tu vas avoir une mauvaise notation ESG, c'est ça, enfin bref, Truc triple A, machin. triple A pour les dettes ou pour les pays, mais tu peux aussi avoir des notations. Maintenant, BlackRock fait des notations pour les entreprises. Non, pour le truc, Tu te retrouves sur liste rouge. tu te retrouves sur liste rouge. Et tu n'auras pas ton financement. Et finalement, à partir d'une certaine taille, ta coopérative, elle va être en concurrence avec d'autres qui ont accès à des financements, à des nouvelles Ça machines. résout pas C'est le pour ça, et problème, là, c'est là juste un step. tu évoques le Mais problème de la effectivement. croissance. Parce que justement, avant de pouvoir abolir tout ça et passer à autre chose, pour moi, on change carrément de civilisation le jour où on change ça, en fait. Avant ça, dans les solutions intermédiaires, il ne faut pas trop grossir. C'est pour ça que nous, on a beaucoup de structures différentes et qui ont un seuil limite à ne pas dépasser. Et elles se complètent tous. Si tu veux faire trop de croissance, trop d'investissement, tu vas commencer à être très visible par les financiers et ils vont te casser les pattes. Vaut mieux créer une deuxième coopérative sur un autre territoire où tu vas mutualiser et conventionner tes moyens que faire grossir ta première coopérative de base. Il faut démultiplier, dupliquer et décentraliser. Plein de petits Qu'il n'y ait pas un truc central sur lequel taper. Il faut que ce soit partout, tout le temps. Et un peu comme le système de blockchain. Est-ce que là, ça nous amènerait pas
à réfléchir à la notion d'entreprise. C'est-à-dire, actuellement, une entreprise est définie dans le Code civil, je crois que c'est l'article 16 ou 18, c'est une association d'apporteurs de capitaux en vue de faire du profit. C'est ça. Bon. Et donc, c'est vraiment dans l'implantation, là, on est dans le système. Voilà, par définition. Bah, on parle de profit, de capitaux, etc. Imaginons que l'entreprise soit une association d'apporteurs de capitaux et de travail, on se rapproche de la coopérative d'associés, de salariés associés, en vue de faire de la valeur ajoutée qui comprendrait du profit, mais qui comprendrait aussi autre chose. Parce que quand Amazon se fait financer les ronds-points, les routes, le terrassement, tous les câbles, etc., qui arrivent parce qu'ils vont créer 300 emplois précaires et dégueulasses avec des conditions de travail d'esclaves. En fait, c'est un jeu de dupes parce que c'est l'impôt du collectif, c'est l'argent, la valeur produite par le collectif qui finance et qui est pompée par une structure oligarchique. Mais Sans consentement. ces structures oligarchiques ont un impact. On a vu avec Big Pharma un impact sanitaire. Ils ont quand même pris des milliards de personnes pour des cobayes. Pour des cobayes. Ouais, clairement. Bon, il y a un impact D'ailleurs, écologique. Le CNRS vient de le reconnaître au passage, on n'est pas complotiste dans ce que tu dis. Mmh. Le CNRS vient de faire un article sur l'expérience d'obéissance massive qui a été instaurée par la France durant la crise Covid. Le CNRS, je vous rappelle que c'est un truc officiel, hein, qui t'explique lui-même que c'est une expérience de contrôle et de soumission sociale. Donc, Tu mettras le lien en bas de on l'avait la... diffusé dans le dernier la vidéo. rapport, mais on va le Ouais, remettre. Il y a les aussi commentaires, c'est hein. quoi les archive files En Allemagne, là Allemagne. Ouais. En Allemagne, c'est en train aussi de sortir C'est en train de sur les sortir. grosses chaînes. Donc, Donc, on se demande bien pourquoi les grosses chaînes françaises, belges, pour le moment. et ils te disent clairement que ça n'est pas sanitaire. Mais là, pour revenir à l'entreprise, imaginons que ça soit une association d'apporteurs de travail et de capitaux en vue de créer de la valeur ajoutée, qui comprendrait effectivement du profit, une part écologique. Bien sûr, quand les eaux sales de la laiterie ou de cet industriel, tu vois, bah là, ça a un impact sur la nature, la nature qui est un bien commun de tous. Donc là, on parle de l'écologie, on parle du sanitaire, mais on parle aussi du social, la qualité Les qualités, pour les travailleurs, la qualité de vie, etc. les conditions. Et puis un travail qui ne te maintient pas dans l'aliénation, mais qui te permet une émancipation, une montée en savoir-faire, un épanouissement en termes En fait, de... ce qui se passe dans des travaux, on parle souvent de charge mentale. C'est un nouveau mot, c'est même C'est assez récent, ça, ouais, c'est très récent ça. Dans l'aspect du travail, tout. En fait, quand Le burn-out. de burn-out, de dépression, le salarié quand ou le travailleur, on va pas dire salarié, mais le travailleur ou la travailleuse quand ils ont trop de tâches à faire. Parce que même une entreprise comme la mienne, il y a beaucoup de tâcheronnage, bah effectivement, il y a trop de trucs et c'est même pas physique, c'est trop psychologique et l'être humain, il n'est pas adapté à faire des choses comme ça. En fait. Mais tableur Excel, attends, Ouais. attends, le micromanagement quand même, faut optimiser ton temps sur la chaîne de production. Flexibiliser le marché, ouais, c'est ça. exactement. Mais il y aurait, non, mais il y aurait aussi un autre aspect, c'est un aspect culturel. C'est-à-dire que Numéro un, celui-là. l'aspect culturel, on est dans le Nord, chez les ch'tis. Est-ce que tous les panneaux chez Amazon, c'est français ch'ti? Non, c'est français-américain. C'est ça. Même les mots utilisés, c'est des mots anglophones. Ça fait partie de l'aliénation, ça, les gars. Ouais. Hollywood. Et tous les anglicismes que tu retrouves dans ton Ouais. management, Brainstorming. afin de pouvoir, Comment tu dis management en ch'ti? Bah, c'est un chef. bah, Bah, chez chef, quoi. Bah, voilà. Mais, non, mais là, voilà, on rigole, mais il y a aussi, on doit réfléchir. Et c'est pas la CGT qui va le faire. Et c'est pas les partis politiques qui sont financés, où les mecs font carrière. Ils sont financés par la banque au final. C'est pas eux. C'est à vous de réfléchir sur la notion d'argent. Posez cette question à chaque fois que vous vous réunissez. Posez cette putain de question. Que doit être l'argent? C'est la base. Et posez aussi la question que doit être une entreprise. et l'argent n'est pas une fin, c'est un moyen. Aujourd'hui, tout le monde court après le fric comme une fin à atteindre. L'argent n'est pas une destination à atteindre. L'argent est un outil, un moyen de gestion et des flux et ressources. C'est tout.
pense que si on veut éviter le En vue phénomène- d'apporter une valeur ajoutée. Je pense que si on veut éviter le phénomène de ces structures qui ont beaucoup trop de pouvoir, c'est de limiter les structures, un peu comme tu disais tantôt, à des petites, par exemple, Faut pas rester plus, à de taille 50, humaine. pas plus de 50 ou 100 Voilà, personnes, pas à plus de taille 2 humaine. ou 3 millions, enfin je sais pas. Mais là, ça nous amène- Attends. Comme ça, ils prennent pas de pouvoir. Quoi. Mais là, ça nous amène aussi à l'urbanisation. Ils ont concentré des masses de population qui ont été déportées des campagnes. Et après, quand il n'y avait plus personne à déporter dans les campagnes, ils ont été les chercher dans les colonies. Et ils ont déporté de la population pour que ça soit une main-d'œuvre servile. Et on se retrouve avec des densités de population comme à Lens, à Roubaix, à Paris, etc. où ça, c'est invivable. C'est invivable. On n'a pas l'espace. Il n'y a pas d'espace vert. C'est des crottoirs à chiens. C'est ça. Et donc là, ça nous amène aussi à la répartition de la population. Mais à Paris, la région parisienne, la majorité des gens sont venus depuis plusieurs générations pour travailler. Et ils sont mariés entre eux. Ils ont fait des enfants qui, eux, ils restent là pour travailler. 90% de ce qu'ils produisent part en consommation, en parking, en frais de déplacement, 20 jours par an bloqués dans les embouteillages. On est sur de l'aliénation, là. Total, ouais. Total. Donc, ce que tu es en train de poser sur la table, c'est aussi une Relocalisation et décentralisation des moyens de production, des habitats. C'est-à-dire que si tu reprends ne serait-ce qu'il y a 40-50 ans en France, mes grands-parents, ils ont connu ça, ils peuvent encore en témoigner. Eux, ils avaient une habitation, ils bossaient à côté, ils consommaient à côté, ils avaient tout dans un même rayon. Aujourd'hui, 75% de l'habitation des Français vivent dans la ruralité et c'est même 75% travaillent en ville. Tu sens que c'est pas logique et rationnel. Ouais, mais dis donc, l'essence, les En plus, péages, Bah, c'est ce qui a fait venir les gilets jaunes. à la l'oligarchie, elle prend sa taxe, là. base. Mais du Les coup, bagnoles, le crédit. il l'assurance. Il faut récupérer. On a plein de bâtiments vides partout dans la ruralité. On a plein de bâtiments vides qui coûtent rien. Pour un mec seul, c'est cher, mais pour plusieurs associés, c'est que dalle. On peut récupérer tout un tas de choses, même en bâtir s'il faut, ou optimiser certains lieux. Bref, avec l'intelligence collective, tout est possible. Mais il faut revenir à la campagne, ne serait-ce que pour ta santé mentale et psychique. Je l'ai fait il y a 3 mois. Toucher la Je suis un terre. très bon témoin pour ça. Je vivais à Lens, je œuvrais à Lens. J'ai failli devenir fou. Donc là, maintenant, je continue à œuvrer à Lens, mais je vis à la campagne. Ben, mon action à Lens est 2 fois plus efficace. Parce que moi, je suis bien, en fait. Je me nourris mieux, je respire. J'ai mes petits canards en face de chez moi. Là, on est dans mon étable. Là, je suis bien, quoi. Et il faut revenir dans des habitats qui nous font du bien, recréer des activités qui font du lien, qui ont du sens et qui servent la communauté. Et il faut arrêter avec ces immenses ensembles urbains. Tout ça, on ne va pas le détruire encore une fois, mais il y a un travail de reconversion à faire et de réutilisation qui est complètement différente que ce qu'on fait aujourd'hui. Et d'esthétique aussi. Et d'esthétique aussi. Ouais. Le beau, le beau. Le beau, c'est très Le important. juste, le vrai. Tout ce que voient tes yeux s'enregistre C'est dans ta important. mémoire. La richesse Dans tous les visuelle. domaines. Bien sûr. Ou de la pourriture. Mais comment ça se fait? On est dans une putain d'étable, à la campagne, dans le nord de la France. La radicalité de ce que vous avez échangé, ce que vous avez offert à tous les collègues qui nous écoutent, la bienveillance. Comment ça se fait qu'on n'entend jamais ça? Et là, je vais vous demander, alors pas de sortir des noms, d'accord? Mais sur toutes les chaînes de réinformation, entre guillemets, vous les voyez, vous les connaissez sur YouTube, où ils font du business. Hein. Il y a du business derrière, il y a des très beaux montages, etc. Mais quand tu écoutes ça, il y en a une dizaine hein, sur le YouTube francophone, des grosses chaînes de réinformation, TV, gna gna gna, bon, avec des plateaux, ils font la quête. Oui, on a eu des amendes, tout ça, enfin bref. Ils font tous la quête, ok? Ils demandent tous du pognon. Et on dirait en fait qu'ils sont tous dans la... Ils font du... On dirait que leur business model est sur le malheur des autres en fait. C'est-à-dire qu'ils font du blé sur la Sur les constatation problèmes qu'on subit, ouais. et pleurer sur la constatation des choses, mais jamais, il y a quelqu'un qui se pose comme toi ou comme Habib et qui dit voilà, il y a ça. On a fait ça comme solution. Ça marche dans notre coin. Les gars, faites pareil, contactez-nous, etc. Là, non. Ils sont... Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous les connaissez, ces chaînes-là. On va pas donner les trucs, mais bon, ils reprennent. Il y a aussi de la réinformation. C'est pas tout blanc, tout noir. Hein. Il faut pas avoir peur. Hein. Bon, voilà. Non, mais ça a permis de démocratiser certaines choses. Mais comment ça se fait? On dirait qu'ils se limitent.
Ils ont peur de la censure, ils ont peur de perdre leur petite vache à lait, leur petit business, parce que là, on est sur de l'urbain qui produit, on va dire, de la pensée. Mais quelle pensée? Ce que vous avez produit là en pensée, ça vaut 6 mois, un an d'écoute de toutes ces chaînes-là. Comment ça se passe? Comment vous analysez en fait ça? Opposition contrôlée ou pas? Grosso modo, c'est ça. Moi, j'ai envie de dire qu'ils ont leur utilité parce qu'il y a quand même des informations très intéressantes qui passent, mais ils vont pas assez loin dans leur développement de réflexion. Comme tu vois, on les entend pas, on les entend jamais dire par rapport à l'esclavagisme, de la plantation et tout ça. Et donc, il y a un moment, on a l'impression qu'ils ne vont pas jusqu'au bout Pourquoi? de leur sujet. Ils sont formatés? C'est quoi? Ils ont peur? Peut-être la peur d'aller trop loin et Un plafond de verre, on dirait. d'être menacé. J'ai l'impression qu'il y a un plafond de verre. Il y a quelque chose qu'on peut pas. Pourtant, on parle de choses simples qui sont. Qu'est-ce que doit être l'argent? Enfin, je veux dire, L'argent, c'est pas, Aristote, quoi, les gars. Mais. Et si je veux répondre sans leur Vas-y. tirer dessus, ce qui est compliqué. Mais sans leur tirer dessus, je vais répondre à ça. Moi, je pense que ils veulent pas changer de système. Ils veulent rester dans ce système-là et au mieux, ils veulent le réformer. La grande force des Gilets jaunes, et il n'y a que les Gilets jaunes qui proposent ça, on n'est pas là pour réformer, pour aménager, pour négocier avec le système. On est là pour qu'il dégage complètement et en faire advenir un autre complètement. Un nouveau modèle de société, un nouveau modèle économique, un nouveau modèle culturel, social, anthropologique, sociologique, tout transdisciplinaire, toutes disciplines confondues. Nous, on veut évoluer, une évolution de conscience collective et une expansion de conscience collective pour même changer de civilisation. Je pense qu'on en est là. Notre civilisation, là, elle arrive à terme et on va évoluer ou pas vers une civilisation qui sera soit plus transhumaniste, contrôlée, à moitié robotique, c'est la fin de l'esprit, j'ai envie de dire, ou soit vers une expansion de conscience. On va passer de l'homme qui pense, l'homo sapiens, à l'homo conscius, l'homme conscient de ce qu'il est, de ce qui est beau, de ce qui est bien, de ce qui est vrai. Et en fait, je pense que tous ces gens-là, en fait, ils veulent pas changer de système. Alors oui, ils font du fric dessus, ça les arrange bien. Et pour les mieux intentionnés d'entre eux, ils ont une peur terrible de l'inconnu. Il y a cette peur de l'inconnu, parce que c'est un système basé sur les zones de confort. Et donc, tu préfères rester dans une zone de confort merdique, la grenouille dans la casserole, que en sortir. Et eux, ce qui leur fait peur, c'est d'avancer vers l'inconnu, puisque oui, si tu renverses la table, même en proposant des solutions pratiques, tu ne sais pas exactement où tu vas aller. Et ça fait peur à énormément de monde, et à ceux qui ont des intérêts financiers ou de pouvoir ou de carrière, ça leur fait peur encore plus. Mais tu as mis le doigt dessus en posant la question, c'est la peur, et puis après on peut parler aussi de corruption, et pour certains, je ne sais pas lesquels, des agents du système, employés directement par le système, pour donner l'impression d'un semblant d'opposition à l'oligarchie, et que les gens pensent être en démocratie, liberté d'expression, etc. Il faut laisser les esclaves crier un coup, dire des trucs, même des vérités. Il faut les laisser défiler de temps en temps avec les syndicats de Bastia-Nation de 14h à 17h. Le troupeau, quand il est esclave, il faut lui faire un tour. Donc on lui met quand même quelques informations qui lui font du bien. On le fait sortir en manif, on lui fait manger quelques merguez. Enfin voilà. C'est prévu par le système oligarchique que les esclaves puissent respirer. Là, cet été, ils étaient où les gens? En vacances. C'était à Biarritz, à Marseille, voilà. Il faut quand même, ils sont dans la plantation, mais même au temps des plantations il y a des siècles, on les laissait sortir un peu quand même. Bon, allez les gars, allez faire un peu de capoeira, là aujourd'hui c'est aller faire un peu de zumba en face de la piscine. Enfin, c'est ouais, les esclaves, faut les laisser respirer un peu, sinon ils vont se révolter. Donc, C'est le fameux nous que je disais tout à l'heure. Nous sommes nous sommes toujours c'est le maître et avec l'esclave de maison. Mais il y a encore des esclaves des champs qui veulent se barrer de la plantation. Mais on appelle ça la résistance. Et c'est le détachement, il n'y a que le détachement qui peut te faire sortir de la plantation au niveau spirituel. C'est-à-dire que moi là, je le dis et le système le sait, et depuis qu'ils le savent, ils ne m'embêtent plus d'ailleurs, et je progresse.
C'est qu'à partir du moment où tu n'as pas peur de perdre ce que tu as, voiture, maison, abonnement Netflix, télé, travail, à partir du moment où tu n'en as rien à foutre de perdre tout ça, tu sais que de toute façon tu vas rebondir, parce que bah, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Si ça m'arrive, c'est que ça devait arriver, je ferai autre chose, je me débrouillerai. Je connais du monde, des gens sympas, ils vont m'aider, c'est pas grave. La force du réseau. L'entraide. Si tu es en capacité de te dire je m'en fous de tout perdre demain ce que j'ai, ils n'ont plus aucune prise sur toi. Ils les tiennent comment, que ce soit eux ou tous les autres? Portefeuille, le portefeuille essentiellement. Mais alors là, t'es pas très individualiste quand même, parce que tu parles de réseau, d'entraide, etc. T'as enterré l'individualisme? Bah, je pense que la force du gilet jaune, et c'est ce qui a pété la cloison droite-gauche, c'est que à droite, ils sont essentiellement focalisés sur l'individu, et à gauche, ils sont essentiellement focalisés sur le collectif. Le gilet jaune a détruit les deux en prenant en considération et en donnant la part belle à tous les individus qui sont venus avec un gilet jaune, toute génération, culture, orientation politique différente, donner la part belle à chaque individu pour le bien d'un collectif et d'une société tout entière. Je pense que le gilet jaune a pété cette cloison gauche-droite et a réussi à la fois prendre en considération l'importance de l'individualité, d'avoir son intimité, d'avoir un minimum de confiance, de pouvoir faire ce qu'on veut librement, et cette importance de l'engagement du collectif au profit de tous. Et je pense que le gilet jaune a réussi à harmoniser ces deux choses et à sortir de ces polarités qui, d'un côté à droite, peut nous amener dans des extrémités fascistes, extrême droite, etc. Et dans la polarité de gauche, trop collectiviste, ça peut nous ramener à du stalinisme, à du Mao, etc. Ben, nous, on a trouvé la bonne mesure entre tout ça. Et on l'a vu d'ailleurs parce que les gilets jaunes, que ce soit des combats pour les droits individuels ou pour des questions plus collectives, ils font partie de tous les combats. Ils épousent tout ça parce que ils ont bien compris l'importance de leur individualité, leur conscience, leur souveraineté et le travail intérieur qu'ils ont à faire, l'ennemi intérieur qu'ils ont à combattre en eux-mêmes et l'ennemi extérieur qu'on a à combattre tous ensemble. Les gilets jaunes, pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux et surtout pour ceux qui sont encore là, ont réussi à comprendre ces deux dimensions qu'on appelle en physique le microcosme et le macrocosme, et qui ne sont pas séparés et qui sont interdépendants l'un de l'autre. De l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est une loi universelle qu'on a saisie spontanément, je dirais. Là, C'est intuitif. on est chaud. On peut peut-être finir sur tout ce qui est avocat, sans citer de nom. Alors, ça mériterait une vidéo d'1 heure. Ouais, mais je vais te résumer ça rapidement. Alors, on met pas les noms parce que vous allez les reconnaître. Ouais. Mais il y a des choses qui te bloquent. Bah, c'est-à-dire que j'essaye d'être logique. Hein. J'ai pas fait des études juridiques ni de droit pendant des années. Hein, mais regardez, ce que je vais dire normalement, même un enfant, il peut le comprendre. Quand tu signes un contrat, on a eu cette fameuse période Covid et tout un tas d'avocats dont je ne tairai les noms, avec une grosse visibilité, ils étaient contre les mesures administratives. C'était un scandale. Il fallait manifester, il fallait se regrouper dans Paris, il fallait attaquer en masse au tribunal l'État, parce que soi-disant l'État faisait des trucs illégaux, etc. etc. Bah, en fait, c'était beaucoup plus simple que ça. Désolé de vous décevoir. C'est beaucoup moins fantasmagorique que ça en a l'air. C'est que l'État n'a le droit de faire que du droit administratif. Il prend des décrets administratif. C'est du droit administratif qui s'applique aux entités morales qui occupent l'espace public. Quand tu signes un contrat de travail dans un travail, peu importe le secteur, c'est un contrat de droit privé. Les seules obligations que tu as à suivre sont celles qui sont stipulées dans ton contrat de travail. L'employeur ne peut t'en imposer aucune autre et surtout pas des mesures administratives qui viennent de l'État, qui sont publiques. Il ne peut pas te les imposer dans le cadre d'un contrat de droit privé, puisque le Code du travail ne le prévoit pas. Donc, ce qui se passe, c'est que l'employeur est obligé d'obéir à l'injonction de l'État, mais ne peut pas l'imposer aux salariés. Ce qui fait que si tu ne veux pas te soumettre aux mesures administratives, en réalité, l'argument qu'il fallait faire valoir, c'est que l'employeur ne peut pas te l'imposer légalement et tu te retrouves en chômage technique. Or, aucun avocat n'a invoqué cet argument. Le droit administratif ne peut pas interférer avec le droit privé. C'est pour ça que nous, par exemple, notre coopérative, qui est 100% privée avec un bail commercial et non pas une mise à disposition publique, fait que les pouvoirs publics ne peuvent rien faire
ne peuvent pas pénétrer dans cette coopérative et ne peuvent rien nous dire de faire au sein de ce lieu privé. Un contrat de travail vous relie de manière privée et donc ils ne pouvaient pas vous suspendre sans salaire de manière légale. Mais ces arguments-là que je vous donne, il n'y a aucun avocat qui l'a invoqué. Pourquoi ? Je ne vais pas les citer, mais là vous allez vraiment deviner. Ils ont créé des associations et des collectifs où il fallait adhérer, il fallait payer une cotisation. C'était pas cher, hein, c'était 10 balles par mois. 10 balles par mois, tu as des milliers de clients pendant un an. C'est pas mal quand même, hein. Je fais un beau pactole. Hein. Je fais un beau pactole. Et puis après, plus rien, tu les entends plus, bah, ils sont où? Et aucune victoire au tribunal, aucune réintégration, nada, walou. Le peu d'argent que les gens avaient, ils les ont donnés à ces escrocs-là et sans obtenir justice. Donc pour la prochaine session, s'il y en a une au niveau sanitaire, s'il vous plaît, contactez le syndicat des Gilets jaunes, s'il vous plaît. On a un site internet, on a une page Facebook, contactez-nous comme vous voulez. Mais pour la prochaine fois, et je me ferai un plaisir de vous conseiller, en fonction de vos contrats, si vous êtes dans le public, si vous êtes dans le privé, il y avait tout un tas de solutions pour s'en sortir. Mais le système nous a fait plein de répression au niveau administratif et en parallèle a créé une antichambre, une opposition contrôlée ou une opposition autorisée, comme tu disais aussi, il y a différentes graduations, qui avait pour but de vous apporter des fausses solutions. Donc en fait, on avait 99% de la population sous hypnose, que ce soit les conformistes ou les complotistes. 98% c'était du bullshit, ce que vous avez eu, hein, vraiment. Encore une fois, je reviens à l'importance de la conscience et de faire ce premier boulot sur vous-même. Les prochaines attaques du système, posez-vous et demandez ce qui est le plus important dans votre vie. Votre travail, votre voiture, aller aux Bahamas cet été avec votre femme, ou votre vie, ou tout ce qui est immatériel, l'amour de vos enfants, de votre femme, votre santé, votre bonheur, la dignité, la qualité de votre habitat, de votre alimentation. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est le plus important à la prochaine carotte? Et pour ceux qui veulent combattre férocement le syndicat Gilets jaunes, et on est les seuls d'ailleurs à avoir vraiment accompagné des gens qui avaient subi la répression sanitaire, et on a eu quelques victoires, nous. Et on a encore des procès en cours et des dossiers en cours. Sur quel tribunal, quelle juridiction? Cassation? On a eu par exemple un mec qui travaillait dans la restauration dans un hôpital et qui a été suspendu. Alors, et nous, en fait, là, sur le coup, on a démontré qu'il ne faisait pas partie du personnel soignant. Et c'est sur cet argumentaire qu'on a réussi à le faire sauter. Et c'est au tribunal d'instance, je ne sais plus. Ça date maintenant un peu, cette histoire. Et je n'ai pas accompagné, moi, personnellement, tous les dossiers, mais je sais qu'on a eu 3 victoires à ce moment-là. Sur 5 gens qui nous ont sollicités, on a eu 3 victoires. Et les 2 autres, on n'a pas réussi parce qu'ils avaient fait des démarches tout seuls qui les ont mis en porte-à-faux, en fait. Et pour les prochains trucs sanitaires, je vous invite vraiment à nous contacter, soit sur le dernier rempart, soit sur Syndicat GJ. Enfin, maintenant, vous nous avez identifiés. Vraiment, n'hésitez pas et écoutez pas des mecs juste parce qu'ils sont très visibles. C'est pas parce que tout le monde parle d'un gars, tout le monde répète les choses de quelqu'un, c'est pas parce que tout le monde dit la même chose que c'est la vérité. Évidemment, c'est trop gros. C'est trop gros. Dernière information, ça va être dur, ça va piquer. Tous les gens que vous avez vus pendant cette période faisaient tous partie de la même équipe, de la même loge, de la même obédience. On parle de franc-maçonnerie, là. C'est-à-dire que, quel est l'intérêt de débattre chloroquine, pas chloroquine, vaccin, pas vaccin, passe, pas passe, masque, pas masque? Quel est l'intérêt d'être pour ou contre quelque chose qui n'existe pas? Ça n'a même pas lieu d'alimenter la moindre polémique ou discussion. Et c'est là où leur ingénierie est très développée. C'est que si vous regardez au niveau statistique, si vous prenez les éléments qu'il a dit tout à l'heure, les PCR, si vous mettez tous les éléments bout à bout, vous vous rendez compte qu'en fait, ils ont amplifié une grippe saisonnière par leurs mesures. Et c'est-à-dire qu'il suffisait simplement d'éteindre sa télévision, de ne pas écouter les acteurs de crise et de rester en famille avec vos voisins et les gens qui vous sont proches, discuter rationnellement et logiquement de tout ça, et les solutions seraient venues d'elles-mêmes. Arrêtez de chercher le sauveur et le super-héros. C'est que des attaques psychologiques, ça n'a rien de sanitaire, ça n'a rien de tout ce qu'on peut croire. C'est que des attaques psychologiques, voire même magiques, magnétiques. Et du coup, que vous étiez pour ou que vous étiez contre, vous étiez pris dans le narratif du système et vous ne voyez pas derrière le narratif du virus qu'ils étaient en train de transférer tous les marchés TPE-PME vers les multinationales,
que les milliardaires avaient triplé leur fortune, qu'ils étaient en train d'installer des antennes 5G partout, un système de surveillance de masse, qu'ils étaient en train de soulever des opposants politiques, qu'ils en ont profité pour soulever des opposants politiques, faire circuler du matériel militaire, faire des manœuvres militaires. Tout ça, vous ne l'avez pas vu parce que vous étiez concentré sur le narratif du système. Vous êtes pour ou vous êtes contre un truc qui tue 0,0001% des gens. Personnellement, ça ne m'intéresse pas de débattre sur ce sujet. Donc voilà, leur ingénierie est très très développée. Ne tombez pas dans le narratif et le récit du système. La conscience. Ce qui est vrai dans votre vie, c'est l'instant présent. Ce que vous vivez ici et maintenant. Là, nous, à 5, on vit une expérience de réalité partagée réelle. En vérité. Là, si je te mets un coup de couteau, tu vas le sentir. Tu vas dire, ah oui, putain, il existe le couteau. Il n'y a que ça qui est de l'ordre de la réalité. Tout le reste, c'est des images mentales qu'on vous fout dans votre tête depuis des générations et qui permettent de vous aliéner et de vous endoctriner et de vous contrôler. Comme pour les JO, pendant que tout le monde s'est concentré sur la cérémonie d'ouverture et le symbolisme qu'il y avait dessus, ils n'ont pas vu les 12 500 expulsions, le système de contrôle de surveillance et tout un tas de saloperies qu'ils ont fait par derrière leur narratif. Pendant qu'ils nous divisent et qu'on se bouffe sur des points de détail, est-ce qu'elle a un zub, est-ce qu'elle en a pas, par derrière, Vous parlez de Chibrit, là? ils sont en train... Mais tout ça, c'est prévu aussi pour qu'on polémique sur des trucs qui vont pas faire avancer notre combat. Restez concentrés, la justice, la dignité et le bien commun de tous. Si tu es en train de parler d'un truc qui n'a rien à voir dans un groupe de travail, ressaisis-toi. Tu es en train de bifurquer dans ton imaginaire. On s'en bat la race de ce qu'ils font et de ce qu'ils disent, puisque si tu es un être souverain comme tu le prétends, tu ne les reconnais pas, tu ne les légitimes pas, et ce ne sont pas tes représentants. Tu es ton propre représentant. Et si tu donnes une partie de ta représentation à un médecin ou je ne sais quoi, tu vas le faire dans un cadre très précis, en conscience, parce qu'il a une compétence que tu n'as pas, c'est tout. Tout le reste, moi je ne vais pas me battre contre Macron ou contre n'importe qui, puisque je ne le reconnais pas. Moi ce que je veux, c'est qu'avec l'humanité, on puisse avancer en conscience vers un paradigme sain, soutenable et durable, et surtout qui offre un avenir aux futures générations et aux enfants. Ouais. Surtout ça. Et je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les prochains qui me suivront. C'est exact, c'est ce qui donne la force. Hein. Et j'invite les gens à aller vérifier les infos, l'info si ça les intéresse, mais il n'y a aucun virus qui n'a jamais été isolé. Antoine Béchamp, il faut s'intéresser du coup. Ouais. Il y a la médecine pasteurienne et il y a la médecine de Béchamp. Et celle de Béchamp était beaucoup plus pointue au niveau scientifique, beaucoup plus démontrée, testée, et a fait beaucoup plus ses preuves en termes de santé publique. Béchamp, c'est plus le milieu que l'agent pathogène, finalement. Exactement. L'environnement et l'intériorité, encore une fois. Ça. Et pas l'ennemi, pas la menace extérieure, mais... Revenir au terrain. Revenir au terrain. Intérieur. Ouais, il y a un mot, ouais, c'est intérieur. Parce qu'on parle souvent d'ennemis. Après, voilà, il y a le truc philosophique. Moi, je suis croyant et le plus grand des combats, il est contre soi-même. Donc, on va partir, on va terminer sur ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait vivre et on continue le combat contre soi-même et on continue à travailler pour le bien commun. Et tout ce qu'a dit Chris fait sens en fait. Et il faut arrêter de se prendre la tête avec des conneries. Il y a Anna Nakamura, je sais pas quoi, la danse, les conneries, mais on s'en branle. On s'en branle de ça. C'est du divertissement. C'est d'esclaves, ça. Divertissement, tu vois. Et la France, pour le coup, elle a une grande culture, elle a eu des auteurs, elle a eu des écrivains, magnifique patrimoine. Les BD viennent, Jules Verne, tout ça, ça vient de la France. Ça ne vient pas des États-Unis. Donc voilà, c'est un pays où, c'est le pays où effectivement le sens, le mot révolution a tout son sens. Donc il faut revenir à ce sens-là. Merci les gars, force et honneur. Merci. On lâche rien.